Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui je te propose d'ouvrir le dossier numéro 28 de Zappa Show et de revenir sur le film Wolfman. Donc ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne, je te remercie. Wolfman est donc un film fantastique d'épouvante sorti le 15 janvier 2025. Il a été réalisé par Leigh Whannell, qui a réalisé auparavant L'Homme Invisible de 2020, qui était selon moi très réussi, ou encore Insidious 3, dont je ne me rappelle absolument pas. Il faut savoir que Leigh Whannell était aussi scénariste aux côtés de James Wan, notamment sur des très bons films comme Saw ou Insidious, mais il n'y a pas que du bon non plus dans sa filmographie en tant que scénariste. Donc dans les deux cas, il y a un peu à boire et à manger. Est-ce que Wolfman est à boire ou à manger? On ne sait pas trop, je vais te le dire un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, si on doit prendre une photo du film, au niveau du succès critique, c'est plutôt mitigé pour les spectateurs, puisqu'il a 2,5 sur 5 sur Allociné et 3 sur 5 sur TV Time. Et au niveau du box-office américain, parce que pour l'instant, je n'ai pas, à l'heure où je tourne, il n'y a pas les chiffres français qui sont tombés, mais au niveau du box-office américain, il aura engrangé, pour son premier week-end d'exploitation, 12 millions. Il faut savoir que le film aurait coûté 25 millions, mais c'est sans non plus les frais de communication, etc. Et puis généralement, pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse plus du double du coût, parce que quand on dit qu'il a 12 millions de recettes, en fait, c'est pas 12 millions qui rentrent directement dans les poches du studio pour se rentabiliser. Il y a plusieurs morceaux qui sont répartis. Donc en gros, pour se rentabiliser, je pense qu'il faudrait qu'il tape un petit 70 millions. Et c'est pas encore fait. On va voir comment il va se tenir, mais étant donné que le bouche à oreille n'est pas forcément très en sa faveur, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que c'est mérité ou pas? Avant ça, je vais te faire brièvement le petit pitch de Wolfman. Donc, l'histoire. En 95, il y a un randonneur qui disparaît et cela en fait est attribué à la faune locale parce que l'action se situe dans l'Oregon. Toujours dans cette période, en fait, on fait la connaissance de Grady, qui est le père de Blake, et donc ensemble ils vont à la chasse et on atterrit après 30 ans plus tard. Voilà, et là on retrouve Blake qui est devenu père, donc qui a une petite fille qui s'appelle Ginger et qui vit avec sa femme Charlotte. Il y a de l'eau dans le gaz entre Blake et Charlotte, et donc Blake propose, notamment après avoir appris la mort de son père Grady, propose d'aller dans la maison familiale située à l'Oregon, et à partir de là il va se passer plein d'événements. Alors, qu'ai-je pensé de Wolfman ? Il faut savoir que moi, j'ai pas spécialement une grande appétence pour tout ce qui touche au loup-garou. J'ai vu le dernier, le loup-garou de Londres, pardon. Donc pour moi, c'est la référence en termes de film de loup-garou. J'ai vu le premier film loup-garou, Wolfman, voilà, des studios Universal en noir et blanc, en 4K. Voilà, je suis pas très fan. Et je l'avais déjà découvert après dans l'édition Blu-ray standard, l'édition collector, et c'était pas... Enfin, moi j'ai plus une préférence pour Frankenstein, Dracula, et l'homme invisible et le fantôme de l'opéra. Mais c'est vrai que Wolfman, j'ai du mal. Les loups-garous en général, toute la mythologie qu'il y a autour, c'est pas quelque chose qui va me parler plus que ça. Mais j'avais quand même envie de voir ce film parce que je savais que c'était le réalisateur de L'Homme Invisible de 2020. Et L'Homme Invisible était très réussi, donc je me suis dit, pourquoi pas s'il fait pareil avec Wolfman. Et donc le résultat, c'est que je déteste ce genre de film parce que pendant tout le film, j'ai eu l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Il y avait des choses qui étaient plutôt sympas en termes d'idées de mise en scène, etc. Et puis il y avait des choses qui pêchaient complètement. Et donc du coup, ça donnait une sorte de sensation un peu bizarre. Il y avait des moments où j'étais là, j'étais pris dans le film et tout ça. Puis il y en avait d'autres où je trouvais le temps quand même un petit peu long. Donc je revisualiserai le film, et pour te dire, je l'avais précommandé sur le site de la Fnac, parce que voilà, j'avais L'Homme Invisible en 4K. Là j'avais prévu de m'acheter Nosferatu, qui peut-être va rentrer aussi dans cet univers, et qui a plutôt bien fonctionné. Donc du coup j'avais aussi commandé Wolfman avant de le voir, et j'ai honnêtement hésité à commander le film. Parce que au final, je trouve que c'est un film moyen. Si je devais lui attribuer une note, on serait dans les notes qui sont à peu près données là par le public. C'est-à-dire qu'on serait sur de 2,5 sur 5, voire du 3 sur 5. Je vais t'expliquer pourquoi maintenant, plus en détail. Alors au niveau du détail, c'est un peu marrant parce qu'il y a du bon et du mauvais sur à peu près tous les aspects. On va parler des effets spéciaux. Je trouve que la transformation
est plutôt bien faite, mais pour moi, ça restera pas aussi mémorable. La référence, ça reste le Loup-garou de Londres. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais je trouve après que au niveau de la transformation, j'étais un peu déçu dans le sens où là pour le coup, à la fin de la transformation, en fait, il y a quand même beaucoup d'humanité, on reconnaît quand même beaucoup le corps humain, alors que quand on regarde par exemple le Loup-garou de Londres, le corps se métamorphose complètement. Les effets spéciaux sont très bien faits, des fois je trouvais même que la bestiole avait des côtés un peu crawler, comme dans The Descent, d'ailleurs dont j'ai déjà parlé. Et donc du coup, au niveau des effets spéciaux, c'est très bien fait, mais j'aurais aimé en fait que la transformation soit totale. Après, je pense que y a une volonté en fait du réalisateur de garder une sorte d'humanité dans la transformation, c'est-à-dire de garder encore le faciès quand même relativement humain avec le torse, etc. pour appuyer, on va dire, l'histoire. Parce que pour moi, ici, l'analogie au niveau du loup-garou, c'est simplement pour parler des blessures en fait que peut laisser une éducation qu'on peut avoir reçue. Parce qu'en fait, lorsque l'on suit le personnage principal, Blake, avec son père quand il est plus jeune, en fait, on voit que son père Grady est très sec avec lui, très méchant. Enfin, c'est vraiment pas un personnage qui inspire la sympathie. On se demande même s'il tape pas un petit peu sur la tronche de Blake. Et on voit en tout cas que de cette enfance, Blake en a gardé quand même certains traumas qu'il essaye de ne pas répéter avec sa fille Ginger. Voilà. Mais en fait, malgré tout, il y a quand même des moments où il se met en colère, où il sent que tout ça, en fait, tout ce qu'il a vécu avec son père, cette éducation qu'il a reçue, en fait, que ça lui empoisonne quand même un peu la vie. D'où l'analogie avec le loup-garou, voilà, en fait, quand tu te fais griffer, etc., il y a le côté bestial qui revient en toi, et il faut réussir un petit peu à gérer les émotions. Enfin, il y a toute cette dualité entre l'homme et la bête, et du coup, je pense qu'en fait, ici, l'analogie du loup-garou sert justement à appuyer le sous-texte sur tout ce qui va être transmission par rapport à l'éducation, comment on est après plus tard, ce qu'on fait. Et en fait, c'est vrai que le loup-garou, une fois qu'il nous blesse, ça laisse une cicatrice et il faut vivre en fait avec, puisque les personnes sont condamnées à se retransformer en monstres à chaque pleine lune. Donc du coup, en fait, il faut apprendre à vivre avec ces cicatrices, apprendre à contenir la bête et le monstre qu'on a en soi. Et là, en fait, tout le propos du film est là. Mais après, justement, on va en venir au point de l'écriture. Pour moi, au niveau de l'écriture, il y a quand même un problème. Alors, dans l'ensemble, on va dire sur le scénario, je trouve que le scénario est un peu long, un peu chiant, il se passe pas grand-chose. Et puis après, pour moi, là où le bas blesse surtout, c'est au niveau de l'écriture, des personnages en général, et notamment du trio, puisque en fait, on suit que très peu de personnages. On va suivre Grady, le père, Blake, son fils, voilà, donc on va les suivre quand ils sont 30 ans auparavant, et puis après on va suivre 30 ans après, donc Blake, sa femme Charlotte, et Ginger, sa fille. Et donc du coup, je trouve que le trio Blake, Charlotte, Ginger, il n'est pas très bien exploité. On voit très bien que Blake et Charlotte, leur relation est sur le point d'exploser. On voit que ce voyage en l'Oregon est là pour essayer de recoller les morceaux. On voit que Charlotte envers Ginger est quand même très distante, qu'elle n'arrive pas très bien à établir de lien avec sa fille et que c'est surtout Blake qui a un lien avec Ginger. Mais on n'arrive pas trop à s'attacher à ce couple parce que justement, on passe pas assez de temps en fait avec cette famille pour pouvoir en fait s'identifier à elle. Autant Blake Ginger, je veux pas dire parce que c'est vrai que c'est peut-être eux qui ont plus de temps d'écran, mais autant après tout ce qui des interventions avec Charlotte, du coup la mère, je trouve qu'elle est elle est un peu effacée en fait, comme dans son rôle envers Ginger et dans son rôle familial, elle est un peu en retrait. Là c'est pareil, et donc du coup on a du mal à s'attacher aux personnages et au sort qui leur est réservé, et puis je trouve que les personnages sont pas non plus hyper intelligents, et puis ça enlève de la dramaturgie, le fait qu'on n'arrive pas à s'attacher à eux. L'aspect dramatique apparaît pas parce qu'on a l'impression que de toute manière, avant même qu'ils arrivent en Oregon, on a l'impression que déjà leur couple est mort, quoi. Donc du coup, on n'a pas vraiment l'espoir qu'il y ait quelque chose qui s'arrange. Et puis, ils arrivent à l'Oregon, il y a cet accident, la transformation arrive très très vite, donc il n'y a même pas un moment de battement où on pourrait se dire « Ah oui, ça commence à aller mieux entre eux en fait ». Ils arrivent à l'Oregon, ils sont direct dans les emmerdes. Donc du coup, en termes de dramaturgie, je trouve que ça colle pas, il y a vraiment un souci.
Donc pour moi, ce film, c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Après, il y a des bonnes idées, et on va en venir sur les points qui auraient pu être positifs. C'est le fait que dans ce film-là, on adopte le point de vue du loup-garou. Donc ça, c'est plutôt pas mal, notamment au niveau lorsqu'il entend par exemple une araignée en train de marcher sur un mur. On a du coup les bruits qui sont très très forts pour symboliser en fait l'ouïe hypersensible du loup-garou, en tout cas du père qui est en train de se transformer. On a également aussi à un moment la vue façon loup-garou, on voit comment en fait le père voit, donc en couleur bleue surtout, etc. Donc je trouve ça plutôt intéressant, mais là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas exploité jusqu'au bout. Il y a des idées, c'est très bien en fait d'adopter le point de vue du loup-garou, le père qui se transforme, etc. Et puis en plus ça permet d'éviter de tomber dans les recueils de transformation. Enfin je veux dire, on a déjà eu la mouche par exemple d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé ici, où on assiste du coup à la dégénérescence du corps humain jusqu'à la métamorphose fatidique de la mouche. Là du coup le loup-garou, on sait très bien comment ça va se passer, donc il faut apporter un peu de sang neuf si on veut captiver quand même son spectateur. Et pour le coup je trouvais que c'était une bonne idée, mais c'était pas exploité parce que hormis, enfin franchement entendre une araignée, le fait qu'il entende l'araignée taper, enfin marcher sur le mur, ça apporte rien si vous voulez à l'histoire. Ça aurait été bien après que ce soit intégré, pourquoi pas dans une scène de poursuite quand il poursuit sa fille et sa femme, etc. Ou qu'on soit aussi, pourquoi pas, qu'on voit en fait l'environnement à travers ses yeux au moment d'une poursuite pareille. Mais en fait tout ça, ça n'est jamais exploité. C'est vraiment très très court, c'est des bribes d'idées, ça dure 1 minute en tout dans le film pour chaque idée et ça reviendra pas. Donc pour moi en fait Wolfman, c'est un film qui est bien joué, il y a de bons effets spéciaux, le sujet était intéressant, le fait de porter les cicatrices de notre éducation, etc., de se battre contre la partie d'ombre qu'on peut avoir en nous. Je trouvais ça très intéressant et je trouve l'analogie très pertinente. En revanche, je trouve que c'est pas très bien exploité en termes d'écriture. Et pareil, après, au niveau des idées, il y a des bribes d'idées, mais c'est pareil, je trouve que ça retombe. Et du coup, le film reste quelque chose, à mon sens, qui restera oubliable. Voilà. Parce que même en termes d'effets spéciaux, si j'ai envie de me retaper des beaux effets spéciaux, je vais re-regarder Le Loup-garou de Londres, ou pourquoi pas je vais re-regarder La Mouche pour avoir un film du même genre, mais dans un autre contexte, quoi. Donc voilà mon avis sur Wolfman, je t'invite quand même à aller le voir pour te faire ton avis, c'est pas un mauvais film, hein. Il y a des choses bien pires qui sortent au cinéma, il y a une proposition, mais pour moi ça reste inachevé. Voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce film, tu peux également liker et t'abonner à ma chaîne, et je te dis très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye!